Les députés se retrouvent ce vendredi après plus d'un mois de pause. C'est l'ouverture de la session budgétaire 2018. Quelle était l'ambiance ce matin à l'Assemblée nationale? Décryptage dès le début du journal. Et puis on a tous 60 ans depuis le 2 octobre dernier. On l'a bien revendiqué, mais une amitié est aussi célébrée. Russie-Guinée, c'est 60 ans de coopération dynamique, des relations historiques sur lesquelles nous reviendrons avec notre reporter Maurice Sidibé. On le connaît ce bateau, merci Chips, il est de nouveau à Conakry pour offrir des soins gratuits aux malades. Plusieurs sont alités dans ce navire à vocation humanitaire. Ils ont reçu la visite du ministre de la Santé. Les nouvelles sont rassurantes. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. Direction Parler Sékou Toureya pour commencer, où le chef de l'État a rencontré des experts de la FAO. Une séance de travail essentiellement consacrée aux investissements privés dans les domaines de l'agriculture, la pêche, l'élevage. Les détails avec Ibrahima Keita. Ils sont experts et autres responsables intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage à se retrouver ce vendredi autour du président de la République, le professeur Alpha Condé. L'objectif de la rencontre est de réfléchir sur l'initiative AgriPES de la FAO. Un projet de renouveau qui vise à favoriser les investissements privés en agriculture, pêche et élevage. Il s'agit en fait d'une initiative pour favoriser les investissements privés dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la pisciculture et de l'élevage. Cette initiative s'encadre dans les efforts que la FAO fait avec pas mal de pays partenaires pour favoriser les achèvements des objectifs durables à travers les investissements en agriculture, dans la pêche, dans l'élevage. C'est pourquoi, au cours des échanges, l'accent a été mis sur les exigences prioritaires dans les secteurs ciblés. Cette initiative de la FAO cadre parfaitement avec la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est l'atteinte des objectifs du développement durable. J'apprécie bien ce projet qui nous permettrait de booster notre agriculture et d'accroître les revenus et de développer les chaînes de valeur afin que les produits guinéens non seulement se retrouvent sur le marché local, mais sur le marché international. Et nous allons nous retrouver pour définir les axes de développement, tant sur les filières agricoles, sur les filières de l'élevage, sur les filières de la pêche. Après cette prise de contact ici à Sékou Toureya, ces différents partenaires promettent d'approfondir la réflexion pour des résultats positifs. Et puis ce décret portant nomination d'un cadre à l'université de l'Abbé, le président de la République, vu la Constitution décrète. Article 1er, Dr François Togbana Keita, enseignant-chercheur est nommé vice-recteur chargé des études en remplacement de Dr Ibrahima Kamara. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 octobre 2018, professeur Alpha Condé. Et puis ce message du roi Mohamed VI du Maroc à son Excellence, Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président et chers frères, alors que la République de Guinée célèbre l'anniversaire de son indépendance, il m'est agréable de vous adresser mes sincères félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur. Je tiens par la même occasion à rendre un hommage particulier au peuple guinéen, uni au peuple marocain par des liens historiques de fraternité africaine et de solidarité agissante, et à lui souhaiter davantage de progrès et de prospérité sous votre conduite éclairée. En me félicitant de la forte dynamique que nos deux pays ont toujours su imprimer à leurs relations de coopération,
je vous réaffirme ma détermination à poursuivre notre action commune en vue de hisser le partenariat maroco-guinéen au niveau exemplaire que nous souhaitons pour le plus grand bien de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Mohamed VI, roi du Maroc, fait au Palais Royal de Rabat le 26 septembre 2018. Je vous lisais en titre ce qui concentre l'attention ce soir, ouverture à Conakry de la session budgétaire 2018, direction Assemblée nationale, où les députés se sont retrouvés ce vendredi pour l'examen et l'adoption du projet de loi de finances initiale 2019. Abdoulaye Ningilande Diallo a suivi pour nous les travaux. Comme le stipule la Constitution guinéenne, le 5 octobre de chaque année marque le début de la session budgétaire. Les élus du peuple ont 90 jours de débat sur le budget 2019 proposé par l'exécutif, ce qui permettra au gouvernement de mener à bien sa politique nationale de développement. Cette session s'ouvre dans un contexte socio-économique qui a été marqué par un certain nombre d'événements qui témoignent de la sensibilité de la situation. Il s'agit d'abord de la tenue par votre Assemblée au mois de juillet 2018 du débat d'orientation budgétaire autour des hypothèses de croissance, des priorités de développement et des perspectives de réforme engagées par le gouvernement pour la réalisation des objectifs du plan national de développement économique et social de la Guinée. L'ouverture de cette session a été une occasion pour le président de l'institution parlementaire de rappeler les efforts fournis par le gouvernement depuis 2014. Ces efforts portent essentiellement sur l'amélioration de la croissance économique. On constate qu'en valeur absolue, d'abord, que le produit intérieur brut, qui était de 43 387 milliards de francs guinéens en 2014, a connu une tendance progressive qui a atteint en 2018 99 558 milliards de francs. En second lieu, la pression fiscale passe de 16,2% en 2014 à 18,16% en 2018. Troisièmement, les recettes intérieures estimées à 9 526 milliards en 2014 sont passées à 16 136 milliards en 2018. En quatrième lieu, les dépenses totales ont connu une progression sensible, passant de 11 136 milliards en 2014 à 20 155 milliards en 2018, dont 2 120 milliards de francs guinéens pour les traitements des salaires en 2014 et 4 128 milliards toujours pour les salaires en 2018, quand les dépenses en capital sont passées d'environ 3 157 milliards de francs guinéens en 2014 à 7 387 milliards en 2018. Pour mieux évaluer les régies et autres structures financières, le Parlement guinéen envisage la mise en place des commissions d'information et d'enquête parlementaires. Dans la perspective des prochaines consultations électorales, l'honorable Claude Kori Kondianou invite la classe politique à promouvoir et à consolider le tissu social conformément aux principes démocratiques. Fini les célébrations de l'an 60 de l'indépendance nationale, mais encore dans les esprits, le discours du président de la République, le chef de l'État demande pardon à son peuple, notamment aux victimes des différents régimes qui se sont succédés dans le pays. J'assume tout et je demande pardon au peuple de Guinée. Ce sont les propres mots du président Alpha Condé, message transmis. Mais pour quel effet? Nos reporters sont allés rencontrer certains citoyens de Conakry. Écoutons-les. Mes chers compatriotes, notre jeune État, avec ses 60 années d'existence, a depuis 1958 exploré diverses voies, surmonté de nombreuses épreuves. Son histoire a enregistré sur le calendrier national des pages heureuses comme des pages sombres, ce qui est le lot commun de la vie de tous les peuples. Au nom de tous ceux qui m'ont précédé à cette haute fonction, j'assume tout et je vous invite à continuer la longue marche
pour la construction de ce pays promis à un bel avenir. À tous, je demande pardon pour les actes regrettables commis pendant ces dernières années. Cette adresse à la nation prononcée à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance nationale a résonné encore dans l'opinion publique. Aux yeux des religieux, ce discours vient à un moment où les Guinéens sont appelés à s'unir et à regarder dans la même direction pour un développement harmonieux du pays. Après avoir travaillé au sein de la commission provisoire de réconciliation nationale, le grand imam de Conakry sait bien de quoi il parle. Le président de la République a prouvé que la politique et l'administration, c'est la continuité. Il a fait son devoir de dire qu'au peuple de Guinée, j'assume tout ce qui était passé. On sait tous les Guinéens savent très bien que le problème n'est pas passé devant lui ici. Mais aujourd'hui, celui est le père de la nation guinéenne aujourd'hui. C'est lui qui est le grand dirigeant du peuple de Guinée vers le bonheur, l'unité nationale. Donc, merci à lui. Nous, les chefs religieux, nous ne voulons que la paix. Comme la paix ne sera pas aboutie sans l'unité nationale, justice, pardon, le chef de l'État a demandé pardon à tout le monde, même à lui-même. Il a pardonné. Le président Lassana Conté avait pardonné. Le président aussi a vécu beaucoup de choses, mais il a pardonné. S'il nous demande de pardonner, c'est nous pardonner nous-mêmes. Je me pardonne moi. Ce que j'ai fait qui n'est pas bon pour mon peuple, je demande pardon. Et tout ce qui m'est arrivé de mon peuple, je pardonne. Car sans pardon, on ne peut pas aller vers le développement. Au sein de la classe politique, le discours du chef de l'État vient renforcer l'élan de réconciliation. Mais beaucoup estiment que la justice doit être privilégiée dans le processus. Les régimes qui se sont succédés en Guinée, qu'on le veuille ou pas, ont des aspects négatifs et des aspects positifs. Celui qui est là aujourd'hui assume tous les passifs de ces régimes en demandant pardon aux Guinéens pour qu'on mette les mains dans les mains pour le développement socio-économique de notre nation, car personne ne viendra construire la Guinée à part les Guinéens. Je dis bravo au professeur Alpha Condé pour son courage historique. Nous, on est d'accord pour un processus. Il y a une commission qui a été mise en place. Cette commission a permis d'avoir des consultations nationales sur toute l'étendue du territoire pour demander aux Guinéens qu'est-ce qu'ils veulent pour la réconciliation. Nous voulons justement qu'avec la loi, nous puissions arriver vers une vérité des faits, donc un droit de savoir ce qui s'est passé, le droit à la justice, parce que lorsqu'on sait, on sait comment partir, le droit à la réparation, c'est-à-dire les réparations, c'est essentiellement les monuments, et des stèles. En attendant l'aboutissement du processus de réconciliation, le pardon du chef de l'État a uni les Guinéens autour de l'intérêt supérieur de la nation. 60 ans d'amitié entre la Guinée et la Russie. L'événement est commémoré à Conakry pour intensifier davantage la coopération entre les deux pays. L'occasion pour Guinéens et Russes de rappeler l'historique de la coopération bilatérale entre la Guinée et la Russie. C'est la première dame de la République qui a présidé les festivités. Compte rendu, Maurice Sidibé. Une atmosphère particulière pour une soirée inhabituelle à l'ambassade de la Fédération de Russie à Conakry. Plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous pour célébrer les 60 ans d'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et la Russie. La première dame de la République était l'invitée spéciale à ce dîner offert par la représentation diplomatique de Moscou à Conakry. Alors, c'est aujourd'hui, ce soir, que nous fêtons le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, vu que la Fédération de Russie est la continuatrice de l'Union soviétique. 60
ans, ça n'est pas beaucoup, surtout par rapport à la charte mentionnée de 1236. L'humanité évolue. Dans les années 2000, la présence russe en Guinée a beaucoup diminué. Ce sont dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Et nous reconnaissons aujourd'hui la Russie, qui est l'héritière de l'Union soviétique, qui est restée à nos côtés malgré tout et qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Un moment de souvenir entre le jeune État souverain et l'Union soviétique depuis les premières heures de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Chaque pays a établi et maintenu des relations et a aussi contribué au progrès de la Guinée dans les 60 ans passés. Donc je pense que le sens de ce 60e anniversaire, c'est aussi ça, c'est célébrer l'amitié qui est née au moment d'une période, une période des indépendances, mais aujourd'hui, le sens qu'on doit trouver, c'est de pouvoir être ensemble pour affronter les nouveaux défis. Les élèves de l'école russe, à travers des chants et des danses, ont émerveillé les invités. Une prestation artistique qui exprime les richesses culturelles de Russie. Et puis cette mise au point de la radio-télévision guinéenne RTG Koloma. Le 12 octobre 2018, notre peuple a célébré dans l'allégresse les festivités de l'an 60 de l'indépendance de la République de Guinée. Avec un grand intérêt, les populations guinéennes et le monde entier ont suivi ces festivités à travers nos antennes de radio et de télévision, notre site internet et ses applications mobiles. Grâce à l'appui de notre département de tutelle, le ministère de l'Information et de la Communication et la Direction nationale de la diffusion, la radiodiffusion télévision guinéenne RTG Koloma a assuré la retransmission en direct et en intégralité de cette cérémonie au stade du 28 septembre avec ses équipes et ses propres équipements. Malheureusement, pour jeter l'ombre sur la brillante prestation de la radiodiffusion et de la télévision nationale, certaines sources d'information abonnées aux rumeurs prétendent que la chaîne nationale a repris et diffusé le signal d'une autre chaîne. La Direction générale de la radiodiffusion télévision guinéenne dément catégoriquement ces fake news. La Direction générale assure qu'en accomplissant sa mission d'informer avant, pendant et après la célébration du 2 octobre, n'aura fait que s'acquitter d'un devoir régalien. C'est pourquoi elle assure le peuple de Guinée de sa disponibilité à le servir tant qu'elle en a les moyens. La RTG est un autre symbole de souveraineté assumée qu'on a écrit le 5 octobre 2018, la Direction générale. On va s'arrêter cette fois non pas dans les rues de Conakry, mais à la mosquée Faïsal. Le site se dégrade chaque jour plus et les appels à la solidarité semblent entendus. Le Royaume d'Arabie Saoudite annonce la prise en charge totale des travaux de rénovation. On estime le coût à 5 millions de dollars américains et ce vendredi, les fonds sont débloqués pour réhabiliter l'une des plus grandes mosquées d'Afrique. Le point avec Fatima Diallo. Émotion ce matin après la signature du contrat qui autorise la rénovation complète de la grande mosquée Faïsal et la mise à disposition des fonds nécessaires par l'Arabie Saoudite. Le besoin était pressant. Les dalles fissurées par endroits affectant dangereusement la sécurité des fidèles, des murs lézardés et des tapis complètement usés. Les systèmes de climatisation et de ventilation ont lâché depuis des lustres. Sur le plan de l'hygiène et de l'eau potable, il y a trop à faire. Au terme des travaux, ce décor ne sera plus qu'un triste souvenir. Les axes majeurs de la rénovation de cette mosquée consistent à la reprise entière de l'ensemble des travaux sur le bâtiment, la mosquée principalement, et l'ensemble des VRD, c'est-à-dire l'aménagement extérieur, les égouts et l'ensemble de la clôture, et l'ensemble de tous les corps de travaux constituera la consistance réelle, la rénovation. Elle existe depuis 1982. La plus grande mosquée du pays est le fruit de l'amitié entre deux hommes, Feu Ahmed Sékou Touré et le roi Fahd d'Arabie Saoudite. Cette amitié s'est perpétrée entre les autorités actuelles et les deux nations, d'où le financement de la rénovation de cette mosquée à hauteur de 5 millions de dollars par le royaume saoudien.
Au nom du serviteur de 10 saintes mosquées, je voudrais exprimer ma profonde gratitude, mes remerciements et mon entière satisfaction. Donc du fait que l'autorité saoudienne a donné 5 millions de dollars pour la Guinée, la rénovation de cette grande mosquée est très insignifiant par rapport à ce qui reste. Les deux pays sont liés depuis plus de 30 ans ou 50 ans par beaucoup de choses sur le plan religieux, sur le plan culturel, sur le plan politique, et pourquoi pas sur le plan social. Ces relations ont survécu aux épreuves du temps. Elles sont relayées et se sont réaffirmées après 34 ans par la volonté de nos deux chefs de l'État à poursuivre l'œuvre de l'ère devancier. Je veux nommer Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La grande mosquée Faisal était la 4e plus grande au monde après son inauguration. Elle a une capacité d'accueil de 12 500 fidèles. Après l'appel d'offres, c'est une société locale qui a raflé le marché. L'entreprise qui prend le financement, c'est-à-dire qui préfinance, qui prend tout ce qu'il y a comme matériaux, tout ce qu'il y a comme travaux, tout ce qu'il y a comme main-d'œuvre, qui va prendre en charge. Et il y a un bureau d'études qui a été choisi par le donateur et qui va contrôler non seulement les matériaux à la réception, mais aussi après construction, après, si vous voulez, après la réalisation des travaux, qui va approuver avant que l'entreprise ne rentre en possession de ces fonds. Tout a été finalisé lors d'une visite du président Alpha Condé à la Mecque. Un voyage au cours duquel le roi Salman s'est engagé à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Et puis vous le savez, l'exploitation de la bauxite est en plein essor en Guinée. Notre pays reste l'un des grands producteurs de ce minerai dans le monde, mais cette exploitation minière a des conséquences sur les communautés. Un défi pour le gouvernement appelé à intensifier le contrôle des sociétés minières pour une meilleure protection des communautés rurales à proximité des zones de production entre opportunités de développement et gestion de l'environnement. C'est un reportage signé Al-Gassimouba Ousmanba. En Guinée, l'exploitation de la bauxite est en plein essor. Bien que le développement florissant de ce secteur minier apporte au gouvernement un revenu fiscal dont il a besoin, il peut avoir également des conséquences sur le mode de vie des communautés rurales vivant à proximité. Entre opportunités de développement et gestion de l'environnement, l'exploitation minière a aussi ses défis sociaux auxquels le gouvernement fait face. Un rapport élaboré dans ce sens permet d'apprécier l'étendue des actions à mener pour réussir le combat engagé par les autorités en charge du secteur minier. C'est vrai que l'État guinéen aspire à investir, à aller loin dans l'exploitation de la bauxite. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais à côté de tout cela, il faut penser à l'aspect droits humains parce que les localités qui sont à la base, ce sont elles-là qui sont directement impactées par l'exploitation minière. Le rapport appelle le gouvernement à prendre urgemment des mesures pour protéger les communautés. Cela en procédant à un contrôle plus strict des sociétés minières. Les études d'impact qui sont faites pour assurer que les activités minières n'impactent pas les communautés, qu'ils soient faites sérieusement et que les projets miniers ne soient pas approuvés s'il n'y a pas d'études sérieuses. Ça veut dire aussi quand les activités minières commencent que si les sociétés ne respectent pas les obligations juridiques, que ce ne soit pas juste une approche de conciliation, de travail avec les sociétés à huis clos, mais que ce soit une responsabilisation par les sanctions qui sont faites de façon financière ou même les suspensions de projets s'ils continuent. Ce qu'il y a dedans, donc on intègre et ça va être digéré dans le cadre du comité conjoint mis en place pour le suivi donc, de ces différentes recommandations de la mission d'évaluation. Et puis bon, de ce comme aussi bien Human Rights que de tout autre acteur en fait qui sur certains points peut avoir des informations apportées à la connaissance du comité conjoint. La Guinée possède aujourd'hui les plus importants gisements de bauxite au monde.
Sa terre rouge représente désormais une large part de l'aluminium produit à l'échelle internationale et destiné aux pièces automobiles et aéronautiques, entre autres. Et puis avant de poursuivre ce journal, je reçois sur ce plateau professeur Alpha Amadou Bano Bari. Bonsoir professeur. Vous êtes conseiller du président de la République en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous le savez, récemment, le ministère de l'administration du territoire, sur instruction de la présidence de la République, a procédé au recensement physique pour l'assainissement du fichier de l'éducation nationale. Pourquoi cette initiative ? Alors, c'est très simple. Vous savez que dans un pays, les ressources humaines constituent, le personnel, la fonction publique constitue pratiquement la moitié de la masse salariale. La deuxième raison, c'est que depuis 2010, le président de la République a fait recruter par la fonction publique 25 000 enseignants. Et jusqu'à présent, on a des milliers de salles de classe sans enseignants. On a des milliers de salles de classe avec une double vacation, ou des classes multigrades. Et puis, chaque fois que le président va à l'intérieur du pays, les requêtes des populations portent essentiellement sur trois choses. Trouvez-nous des enseignants, trouvez-nous du personnel de santé et aidez-nous à faire la route. Par conséquent, il a donc été décidé de procéder à ce contrôle pour faire un toilettage, faire le point de la situation pour savoir, à l'intérieur de l'effectif du personnel du système éducatif, combien sont en situation de classe, combien sont en position administrative, combien sont au niveau du cabinet, ainsi de suite. Donc ce sont ces informations qui ont été recherchées dans le cadre de ce processus. Justement, dans les zones rurales, il n'y a pas d'enseignants. Les plaintes sont très souvent remontées au président de la République. Pendant ce temps, disons, 10 000 enseignants ne sont pas retrouvés. Disons, 10 000 enseignants fictifs ont été retrouvés sur ce fichier. Non, ce n'est pas 10 000, c'est 11 148 qui n'ont pas été retrouvés lors de la première phase du contrôle. Et ce n'est pas des fictifs. En réalité, il a été demandé au chef de quartier, au sous-préfet, au président de délégation spéciale, au préfet, de dresser la liste nominative avec numéro matricule en indiquant la fonction de chaque personne dans le système éducatif au niveau de chaque localité. Lorsque ces données ont été remontées, elles ont été croisées avec le fichier du FGA, c'est-à-dire qui sert à payer les fonctionnaires. Ce croisement a permis en réalité de montrer qu'il y avait 11 148 qui n'avaient pas été recensés sur le terrain. Et donc, à partir de ce moment, une deuxième phase a commencé, c'est-à-dire un processus par lequel il faut retrouver ces 11 148. Et c'est ce processus qui a conduit au gel des salaires et à la débancarisation de ces 11 148. Parce que vous savez, quand vous envoyez un tissu chez le tailleur, quand vous le voyez couper le tissu, vous avez l'impression que vous n'aurez jamais un pantalon. À la fin, pourtant, vous avez un pantalon. Donc, si vous voulez régler un problème, vous êtes obligé de créer, d'une certaine façon, d'incidenter, parce que la meilleure façon pour savoir si les gens sont présents, c'est de ne pas donner le salaire qu'ils ne trouvent pas dans le virement, et puis les gens vont se présenter. Ce qui fait qu'ils se sont présentés, et aujourd'hui, à moins d'une semaine, on s'est rendu compte que, grosso modo, dans les 44 493 qui relèvent du MENA, qui sont dans le fichier de la fonction publique et du budget comme étant des gens du MENA, on a le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On a 997 sur les 11 148 qui sont de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que tous les enseignants des universités et des centres de recherche de l'intérieur du pays sont logés à l'intérieur du fichier du MENA. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il y a 449 de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui sont logés à l'intérieur du fichier du MENA. Enfin, lorsqu'on a procédé au contrôle, les autorités à la base, c'est-à-dire les DPE, ont remonté au compte maintenant du MENA 2453 qui ont été, en fait, qui sont en situation administrative et parfois en situation de classe. Donc c'est un complément. Et on s'est rendu compte qu'il y a 59 personnes qui exercent, dont le salaire se trouve à l'intérieur du système éducatif, mais qui en réalité travaillent dans d'autres ministères. Parmi ces 59, vous avez 21 sous-préfets.
vous avez des gens à la Ligue islamique, au ministère du Commerce, au ministère du Contrôle d'État. En fait, vous avez pratiquement dans la plupart des ministères des personnes qui sont à l'intérieur du fichier du MENA. Et on s'est rendu compte, sur le personnel que nous avons trouvé, les 32 000 lors de la première opération, il y a 4 200 qui ne sont pas, qui travaillent à droite et dont le salaire est domicilié à gauche. C'est-à-dire, grosso modo, et ça, les exemples abondent. Je vous donne mon cas. Je suis à Sonfonia, mon salaire est domicilié à Gamal Abdel Nasser. J'ai quitté Gamal Abdel Nasser, Sonfonia a été créé depuis 2005. Je vous donne le cas de M. Kaokare, qui était DCE, qui est devenu ministre. Le salaire n'a pas quitté la DCE pour venir au niveau du cabinet. L'actuel ministre, Sangaré, était à Pita, muté à Labé, ensuite à Mamou, il est venu à Conakry comme ministre et son salaire est domicilié toujours. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qui travaillent à droite et dont le salaire a été domicilié. Grosso modo, au jour d'aujourd'hui, il est possible de dire que sur les 11 148, nous avons retrouvé 3 904 qui sont payés. Il reste 7 244 qui n'ont pas été retrouvés. Naturellement, au fur et à mesure qu'ils vont être retrouvés, ils vont être payés. Et à partir du moment où on les a retrouvés, ils seront rebancarisés pour ceux qui étaient déjà dans une banque. Mais les 7 244, il faut qu'ils se présentent physiquement avant de pouvoir dire qu'ils il faut quand même qu'il y ait une absence, si mes souvenirs sont exacts, de 3 mois. Disons, les résultats de ce recensement sont rendus publics dans les médias. Oui. Ça fait polémique, évidemment. Et quelle a été la procédure justement utilisée pour obtenir tous ces résultats? Alors, je vous ai dit, c'est l'administration du territoire. La raison pourquoi, pour quelle raison le président a demandé que l'administration du territoire... Vous savez, l'administration du territoire est, du point de vue du maillage territorial, ceux qui sont les mieux représentés sur l'ensemble du territoire. Vous prenez un DPE, il est dans la ville. Et donc, cette procédure-là, c'est donc les chefs de quartier qui ont dressé la liste avec les présidents de délégations spéciales, les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs ont validé. Ce sont ces documents qui ont été envoyés à Conakry, qui ont été saisis et confrontés au fichier du FGA. Naturellement, c'est l'occasion pour moi de remercier l'intégralité des administrateurs territoriaux, du ministre de l'administration du territoire jusqu'au chef de quartier. Parce que ces personnes ont travaillé depuis le mois de février, mars, avril, mai. Ces informations ont été collectées sans aucune rémunération particulière. Ils n'ont touché à aucun sou. Personne n'a été payé pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce travail parce qu'ils ont envie d'avoir des enseignants pour leurs enfants dans les zones dans lesquelles ils sont installés. Et donc, les erreurs, les lacunes, les insuffisances sont de ma responsabilité. Et naturellement, si j'assume ici, et je présente mes excuses pour les désagréments, que les enseignants, après 2 mois, se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont pas de salaire. Mais encore une fois de plus, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Professeur Bano, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller du président de la République en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On poursuit ce journal. Cette fois, on va dans les zones minières pour parler de l'appui aux femmes et jeunes de la CBG et du Centre d'études et de coopération internationale. Les 2 structures viennent d'accorder des prêts à des groupements de femmes de la zone d'intervention de la compagnie des bauxites de Guinée. Nabi Kamara nous en dit plus. Le partenariat entre la CBG et le CECI fait du chemin à Boké. À travers son projet d'appui aux activités génératrices de revenus, 3 groupements de femmes marieuses de Kamsar viennent de bénéficier des prêts financiers. C'est pour les aider à résoudre leurs problèmes d'accès aux intrants nécessaires à la réalisation de leurs activités économiques. C'était comme la 3e étape pour nous, après le démarrage et puis les 1 an. Nous sommes à l'étape de remise des fonds de crédit revolving. Nous avons remis ces fonds à 3 GIE, principalement dans les activités de commercialisation des produits halieutiques à Kamsar. Et nous en espérons un très bon usage, fructueux, pour les communautés et les personnes concernées. Nous avons commencé
Une des activités qui est prévue au projet, c'est l'octroi des prêts. Et nous avons commencé avec les femmes marieuses et les femmes fumeuses de poissons du port Néné. Comme vous le savez, ce sont des femmes très dynamiques qui ont un impact très positif, très important sur l'économie de Boké, mais aussi sur l'économie de tout le pays. Les trois groupements Langifan, Limania et Kotandimi se sont partagés une somme de 358 millions de francs guinéens. Ce sont les premiers prêts sur le fonds revolving destiné aux 48 groupements d'intérêt économique constitués essentiellement de femmes et de jeunes dans la zone d'intervention de la CBG. On nous demande de fructifier cet argent en 6 mois. Si nous avons la chance, cela peut être possible en 5 mois. Nous pouvons alors rembourser le prêt. Ils ont été encouragés de nous donner l'argent. Nous devons mériter la confiance. J'ai été courageuse pour emprunter cet argent. Beaucoup me disaient de ne pas le faire. J'ai résisté. Dans 5 mois, je me battrai pour rembourser le prêt. C'est pour ne pas avoir honte. À travers cet appui, la CBG, le CECI, favorise ainsi l'amélioration durable des conditions socio-économiques des populations impactées par les travaux d'exploitation minière. Et puis ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à la suite du contrôle biométrique du personnel de l'Éducation nationale, le gouvernement de la République de Guinée a mandaté l'inspection générale d'État IGE pour procéder au contrôle physique des enseignants du primaire, du collège et lycée sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de ce contrôle est de maîtriser les effectifs dans le secteur de l'éducation afin d'assurer une gestion plus rationnelle des ressources humaines dans ce secteur prioritaire. Les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux de l'éducation et les directeurs communaux de l'éducation sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer à la présente mission de contrôle l'appui et la mobilisation requises. C'est officiel, la Guinée se dote d'une stratégie commune de gestion des catastrophes. Elle va impliquer toutes les couches actives de la société, pendant que sur le continent, la prévention, voire la gestion des catastrophes naturelles et humanitaires comporte beaucoup d'imperfections. En Guinée, on veut aller plus vite que ces calamités. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Avec le phénomène des changements climatiques qui frappent de plus en plus la planète sans souvent prévenir, la préparation d'une stratégie commune de prévention et de gestion d'éventuelles catastrophes naturelles s'impose à tous les États. Avec l'appui du système des Nations Unies, la Guinée met sur pied un programme organisé et coordonné impliquant l'essentiel des segments de la société, conformément au cadre de Sendai adopté au Japon en 2015. Pour se préparer, pour être résilient, pour s'adapter à un phénomène, il faut le connaître. Et ce sont ces risques-là qu'il faut faire connaître aux populations, qu'il faut faire connaître à ces communautés vulnérables pour qu'elles se préparent au cas où une catastrophe survenait, à prendre des dispositions qui puissent éviter d'avoir des impacts négatifs, notamment la perte de vies humaines, la perte d'infrastructures d'habitation, des infrastructures routières, hydrauliques et autres. La mise en place de la nouvelle stratégie permet d'améliorer par exemple les capacités réactives des pouvoirs publics face à tout type d'incident et limiter ainsi les dégâts de grande ampleur. Il ne faudra pas attendre s'il y a un cas d'inondation dans une localité ici à Conakry. Il ne faudra pas attendre que une institution internationale ou un partenaire fasse son intervention. Donc le pays va avoir un minimum de budget, tant au niveau local que national. Et il y aura plus d'appropriation des acteurs nationaux, donc les gens seront plus conscientisés sur les risques de catastrophes. Tout le monde va jouer un rôle. Dans les années à venir, de nombreux experts s'accordent sur un accroissement du taux des catastrophes naturelles. Aucun pays n'est à l'abri, d'où la mise en place de stratégies de réponse adaptées aux défis de l'heure.
Je vous l'annonçais en titre, Mercy Ships, ou Navire de l'Espoir, est à Conakry, une ONG humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes et dont la mission consiste à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d'Afrique. Le navire accueille cette année plusieurs patients que le ministre de la Santé est allé voir, l'occasion d'échanger avec les médecins de Mercy Ships sur les conditions de prise en charge des malades, mais aussi sur le système de santé de notre pays. Les explications avec Adia Toubari. Mercy Ships, le plus grand navire hôpital qui offre des interventions chirurgicales, notamment aux personnes démunies. À bord du navire humanitaire, plus de 400 bénévoles, dont 200 spécialistes chirurgicaux étrangers. Parmi les opérations réalisées ici, la chirurgie maxillofaciale, ophtalmique, plastique réparatrice, orthopédique pédiatrique et les soins dentaires. Des prestations gratuitement offertes à des patients guinéens. Avant, mes jambes étaient complètement pliées, mais actuellement, je peux marcher très bien et je suis content. Beaucoup de vies de patients ont déjà été transformées et puis certains reviennent pour de la rééducation ou de la physiothérapie pour vraiment être 100% de nouveau en forme et puis continuer leur vie. Pour l'instant, ils sont 150 patients déjà pris en charge depuis l'arrivée de ce navire en Guinée. La durée du traitement et de l'hospitalisation des malades dépendent de la complexité des pathologies. Au-delà de l'offre de soins de santé aux patients, c'est aussi le renforcement des capacités des médecins locaux qui se fait dans ce navire. Un transfert de compétences pour perfectionner davantage les prestations sanitaires en Guinée. Ils ont une haute technologie, ils ont de grands professionnels de santé, ils ont de gros équipements et des équipements les plus sophistiqués. Mais nous leur avons dit, il vaut mieux apprendre aux médecins guinéens à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et cela a été compris. Il y a suffisamment de médecins guinéens qui travaillent avec eux, mais qui apprennent aussi avec eux. Durant 10 mois, le navire chirurgical Mercy Ships sera en Guinée. Au total, 3000 patients guinéens seront pris en charge. Après la sélection des patients de Conakry, c'est au tour de ceux de l'intérieur du pays qui se fait dans les différentes régions administratives de Boké, Mamou, Kankan et Zérékoré. On va s'arrêter à New York pour parler d'une rencontre des femmes leaders africaines en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine prend part à cette rencontre qui encourage l'épanouissement des femmes sur le continent. Compte rendu, Fatmata Samoura, notre correspondante aux États-Unis d'Amérique. C'est une réunion convoquée par le réseau des femmes leaders africaines en vue d'évaluer les performances réalisées en matière de protection et de promotion des droits des femmes. Le but recherché est d'inciter les gouvernements à s'engager davantage à travers la prise de décision au niveau national. En Guinée, cet engagement se résume à une série d'actions. Nous nous sommes engagés à ce que nous puissions nous assurer de la création et du renforcement de notre réseau national, de nous assurer que les jeunes femmes leaders puissent en faire partie, mais aussi de nous assurer de pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent grandir et pouvoir véritablement prétendre à des postes de leadership. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de discuter sur le fond quelles sont les actions concrètes que nous pouvons prendre tout ensemble à travers le continent africain pour nous assurer que ce groupe puisse grandir. Réunis en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les femmes leaders africaines débattent des thématiques comme l'autonomisation de la gente féminine et sa participation aux prises de décision. Pour la formation de la relève, elles recommandent le mentorat. Ce réseau va permettre cela et permettre de faire la promotion de la politique du président à travers la planète et des efforts qui sont faits dans notre pays au profit des jeunes femmes et des jeunes gens. Le réseau des femmes leaders africaines est une plateforme qui identifie et consolide les compétences nationales avec le soutien de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies
le réseau facilite l'éclosion et l'expression du leadership des femmes du continent. Et puis ce communiqué de la Direction nationale des impôts, mise en vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules TUV pour l'année 2018. Rappel, conformément au précédent communiqué du ministre du Budget, le directeur national des impôts rappelle à tous les détenteurs de véhicules à moteur, les voitures automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs ainsi que les motocyclettes que la campagne de vente libre des vignettes de la taxe unique sur les véhicules TUV pour l'année 2018 lancée sur l'ensemble du territoire national continue jusqu'au 30 novembre 2018, délai réglementaire. Cette opération se poursuit par l'intermédiaire des agences de nos partenaires bancaires et au sein de leurs guichets ouverts à la Direction nationale des impôts et au CADAC ainsi que par Orange Money. Passé le délai du 30 novembre 2018, tout achat de la vignette sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur. Le directeur national des impôts s'est compté sur le civisme de chacun et de tous, Aboubacar Makissa Camara. On termine avec cette brève en images. La 59e édition de la Coupe nationale de football s'est jouée au stade du 28 septembre, ici même à Conakry. La finale a opposé le Orea AC et le club de Bokeh Wakria. Au terme de la rencontre, ce sont les Rouges et Blancs de Matam qui ont remporté le trophée en s'imposant sur un score d'1-0. Le but est inscrit par l'international ghanéen CB Bafour à la 32e minute. Avec cette coupe, le Orea empoche une somme de 100 millions de francs guinéens et le vice-champion Wakria gagne 50 millions de francs guinéens. C'est une brève de Abdul Aziz Baldé. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Bofa, Zérékoré et Dalaba. Je vous retrouve demain dans Guinée Info. Très belle soirée.